vous êtes directeur général du pôle régional numérique. Oui, j'ai cette chance. J'ai cette chance. Vous avez cette chance. Vous allez même nous raconter dans votre keynote à quoi ça sert. Ouais. Et vous allez nous parler plus généralement des objets connectés dans les Hauts-de-France. Et juste après, alors vous, je sais que vous étiez entrepreneur à la base. Ouais. Et on va se retrouver avec trois entrepreneurs de différentes métropoles, énormes métropoles de la région des Hauts-de-France. Et on va avoir des témoignages d'entrepreneurs dans un instant. Et en attendant, Fabrice, c'est à vous. Bon, on va essayer de dégayer ça pendant une petite quinzaine de minutes, hein, c'est ça? Très bien. Bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici dans ce salon robot numérique que je découvre pour la première fois, mais qui m'impressionne grandement. Un petit mot sur le PRN, le pôle régional numérique. Le pôle régional numérique, en fait, c'est un cluster, c'est-à-dire une association loi 1901 au niveau statut juridique, qui s'est créée sous l'impulsion de M. Zidi, qui nous fait l'honneur de partager cette table ronde, il y a 10 ans déjà, 10 ans en décembre 2006. Et où 27 entrepreneurs, dont j'y étais, se sont dit on va se rassembler pour fabriquer un lobby qui va peser pour le digital en région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et ce lobby, on le considère comme un fédérateur d'énergie aujourd'hui parce qu'on a travaillé 5 axes de développement de l'entreprise. Le développement commercial, on est là pour trouver du business aux entreprises qui composent le cluster. On est là pour le capital humain, c'est-à-dire aider à staffer le cluster et ses membres, donc les sociétés qui composent le cluster. Financer la croissance, donc trouver des fonds pour les startups, et ce sera un sujet de la French Tech, trouver les fonds qui vont nous permettre de financer la croissance de nos entreprises. L'innovation, parce que sans innovation, on meurt, et sans innovation, il n'y a pas d'internationalisation possible. Et enfin, l'international, c'est-à-dire trouver les pépites qui vont fabriquer les champions français qui pourront exporter demain et fabriquer l'économie nouvelle française. Le fédérateur d'énergie, depuis 5 ou 6 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à être financé au PRN, on a accompagné plus de 100 entreprises au financement de la croissance, donc 100 entreprises à la levée de fonds, parmi lesquelles quelques succès. On a eu Pubeco qui a levé 1,3 million avec Isaïe, on a eu Addictis qui a levé 2 millions d'euros, Delfmems qui a levé 8 millions d'euros, et parmi, je revendique pas du tout le travail du PRN sur ça, mais on a aussi eu un champion énorme qui est OVH qui a levé 150 millions d'euros en pool bancaire dans un premier temps, et qui vient de lever 300 millions d'euros grâce à un fonds de capital investissement américain. On a accompagné plus de 300 entreprises au développement commercial, c'est-à-dire à trouver leur business par la manifestation de salons de ce type, mais également en one-to-one avec des gros donneurs d'ordre. On a accompagné plus de 200 personnes en formation pour staffer les entreprises, plus de 20 entreprises à l'international, on n'en fait pas assez, on en discutait tout à l'heure, mais on va renforcer ça. Et l'écosystème, si on comprend la Picardie, est un écosystème qui peut rassembler aujourd'hui un peu plus de 2000 acteurs. Quand je dis acteurs, ce sont des chefs d'entreprise, du digital, des TIC, tout confondu, IoT compris. Voilà. Aujourd'hui, le PRN, c'est une force de frappe en région Nord-Pas-de-Calais qui vient de voter ces nouveaux statuts mercredi dernier pour devenir un PRN Hauts-de-France et de travailler ensemble sur la Picardie, qui laisse d'ailleurs la place à 9 nouveaux administrateurs qui viennent du territoire picard. Et c'est une force de lobby qui est capable aujourd'hui de générer 10 000 visites uniques sur le site internet qui va animer cette filière, de générer 1020 followers, 1800 fans sur Facebook, surtout qui est la plus grosse communauté Viadeo au nord de Paris et qui fabrique du mailing et de la communication pour l'intérêt de la croissance du digital en région Hauts-de-France. On a eu la chance d'être labellisé Grande École du Numérique en février dernier. On va renforcer ce système de formation et on promet, avec une alliance avec le Syntec et une alliance avec le FAFIEC, Pôle emploi sur la région Hauts-de-France, de fournir entre 500 et 1000 emplois supplémentaires provoqués par l'effet lobby sur la région et sur le digital en région. Et, on en parlait tout à l'heure, le sujet de la French Tech, je laisserai Mongy et Clémence revenir dessus tout à l'heure. Il est question de créer un accélérateur, c'est que tout ça, ça peut aller très vite. Pour aller très vite, il faut le maîtriser. Pour le maîtriser, il faut construire tout un écosystème qui est capable d'accompagner l'accélération de ce digital en région. Et il est question de créer un accélérateur privé que dont le PRN a financé l'étude et qui sera lancé dans les premiers mois de l'année 2017. Voilà, ça c'est pour présenter qui est le PRN. On m'a demandé de dire un mot sur l'IoT, ou ce qu'on voyait nous en matière d'IoT. On pense que le digital
Et la transition digitale, c'est sûrement le moyen de gagner entre 1 et 2% de PIB supplémentaire sur un territoire quel qu'il soit. Donc si on parle des Hauts-de-France ou si on parle de la région, Limousin maintenant ou de la France entière, le digital est sûrement le secteur économique qui, par sa transition digitale, qui par l'impulsion que ça peut faire sur toutes les autres économies, est capable à elle toute seule d'assumer 1 ou 2 points de croissance. C'est plus l'automobile qui va le faire, c'est pas l'aviation qui va le faire, c'est plutôt le digital. Et le digital est partout pour tout le monde, et la meilleure preuve ici, c'est que le digital est même pour les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, le digital va impacter la vie de tous les corps de métier. On parle de l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets. On avait tendance à dire qu'il y a quelques temps, l'Internet des objets, c'était anytime, c'est-à-dire n'importe quand, anywhere, n'importe où, any device, de n'importe quel support, et on parlait à l'époque de device to device, c'est-à-dire l'Internet des objets, le machine to machine, c'est comment mon smartphone va parler à mon frigo va parler à mon barbecue, etc. Et tout ça, ça va provoquer de la data, ça va provoquer du big data qu'il faudra gérer, ça va provoquer un certain nombre de relations et de couches IP supplémentaires et de réseaux supplémentaires qu'il va falloir gérer. Et aujourd'hui, on rajoute à la notion de anywhere, anytime, any device and device to device, deux notions importantes, c'est any service et any business, c'est-à-dire tous les business, tous les services seront impactés forcément par le digital, et any pass, any network, c'est qu'en fait on pourra passer par les réseaux IP, mais on passera aussi par d'autres réseaux qui seront contrôlés par les réseaux IP. Et je voulais illustrer ça par un cas particulier que peu de monde connaît. C'est la société Tencent en Chine qui s'est déclarée, qui s'est créée en novembre 1998 et dont le patron, M. Ma, s'est tout de suite focalisé sur l'ubiquitaire en disant « Nous, on parie en Chine sur le fait qu'on va développer des applications logicielles, des applications Internet qui seront ubiquitaires natives, c'est-à-dire qui vont passer par tous les supports et à commencer par le mobile plutôt que le PC. » Ça, c'est la tour du siège social de Tencent à Shenzhen, qui a 5 ou 6 ans. C'est un building qu'ils ont construit il y a 5 ou 6 ans. Ça, c'est le projet du futur siège social, parce que Tencent vient de faire des annonces sur le fait qu'ils allaient adresser l'Internet des objets, et c'est une société en forte croissance. Elle fait aujourd'hui 100 milliards de chiffre d'affaires, 26 milliards de résultats, elle embauche 60 000 personnes, et elle a acquis plus vite que Facebook 750 millions d'utilisateurs en Chine seulement. En Chine seulement. Alors ça, c'est le projet du futur siège social. C'était les images qu'on avait en tête depuis pas mal de temps. Et ça, c'est les travaux du futur siège social. C'est qu'en fait, c'était un projet il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est déjà un building. Ils vont doubler leur surface en nombre d'employés. Ils vont doubler leur surface en chiffre d'affaires, en net income, c'est-à-dire en résultat net. Et leur promesse, c'est d'adresser l'Internet des objets. Et aujourd'hui, ils ne sont que chinois. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, leur force, c'est d'adresser 750 millions d'utilisateurs captifs qui sont chinois. Sur ces 750 millions de chinois, ils font 4% de transformation monétisée. C'est qu'en fait, leur chiffre d'affaires vient seulement de 4% de leur base fonds de commerce, parce qu'elle est plutôt jeune, elle est plutôt connectée sur Internet native, etc. Et ils font que 4% de leur chiffre d'affaires, qui fait quand même 100 milliards de dollars, avec 4% de 750 millions de clients. Parce que le reste est gratuit. Et Tencent, vous ne la connaissez pas, mais elle a acheté Clash of Clans dernièrement parce qu'elle arrive en Europe. Et une façon pour arriver en Europe tout doucement et en Europe, en Occident, c'est de racheter du jeu, parce que sur le jeu, on a des consommateurs plutôt en bas âge qui seront les futurs consommateurs des stations PayPay de e-commerce, de PayPay, PayPal, qui seront les futurs chatteurs des utilisateurs de ce que produit Tencent. Et c'est des économies grandissantes. Je reviens juste en arrière, c'est que ça, il faut vous imaginer qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas. C'est une économie jeune. Il y a 15 ans, ils décident de créer une société. Ils en sont à leur 2e siège social, ce qui ne veut pas dire que le premier est fermé ou abandonné. Le premier continue d'être utilisé et ils construisent ça à côté. Et ils adressent que la Chine pour l'instant. Maintenant, ils vont commencer à adresser le monde.
Et pour donner une idée de Clash of Clans, c'est pas simplement une bêtise qu'on a sur son téléphone, c'est un jeu qui génère des centaines de millions de dollars de revenus chaque année. C'est une société finlandaise qui a développé ça, qui s'appelle Supercell ou Softcell, qui a été rachetée par les Chinois. Et les Chinois, en fait, ont cette vocation stratégique que de racheter un fonds de commerce plutôt jeune, parce que c'est la culture chinoise d'aujourd'hui. Leurs clients sont plutôt jeunes, sont plutôt digital native. Et un des problèmes, c'est qu'ils ne transforment que 4% de leur parc client, mais il va aller grandissant cette transformation parce que leur population va grandir également. C'est qu'aujourd'hui, leur population de clients, elle a entre 15 et 20 ans ou 15 et 25 ans. Ces 15 ou 25 ans vont grossir, vont grandir et vont devenir des consommateurs en puissance. Et le fait de racheter Clash of Clans, c'est une stratégie commerciale que de racheter 35 millions d'utilisateurs plutôt jeunes également en Europe et aux États-Unis, qui vont également grandir et également devenir des consommateurs qu'on va réorienter vers leur Internet des objets, vers leur plateforme d'e-commerce ou vers, demain, leur système de paiement sécurisé sur Internet. L'IoT, en quelques mots, vu en région. En région, on a un champion. J'ai piqué ce slide à OVH, en fait. J'ai rien inventé. Mais l'Internet des objets vu par OVH, qui est notre pépite régionale à Roubaix, c'est que demain, on sera tous développeurs. Et demain, l'Internet des objets, ce sera ça. C'est que la domotique à la maison, ce sera une programmation. Alors, vous aurez des volets Somfy, vous aurez un barbecue Weber. Alors, j'ai vérifié, le barbecue connecté, ça existe. Ça existe vraiment. Vous inviterez des gens et vous pourrez commander les saucisses directement sur ConoDrive. Mais la programmation des objets, l'Internet des objets, ce sera ça. Ce sera ces if soleil, if samedi et if température à plus de 25 degrés. Alors, ouvre le parasol, mets en route le barbecue. J'invite des amis grâce à mon Facebook et je commande des saucisses sur ChronoDrive. Mais demain, dans 10 ans, on fonctionnera tous comme ça, sans vraiment s'en apercevoir. Et en back-office, ce sera du serveur, ce sera d'adresse IP, ce sera des réseaux qu'on va adresser pour fonctionner comme ça. En matière de... Bon, j'ai dit que si tu invites tous les amis que tu as sur Facebook, tu n'as pas assez de saucisses, c'est ça. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que l'Internet des objets, c'est pas un truc de digital native, c'est pas un truc de dans 10 ans, c'est déjà ça aujourd'hui. La plus grosse attaque DDoS qui s'est passée dernièrement en Europe, elle s'est passée chez OVH, elle s'est passée parce qu'on est passé par des caméras IP qui ont adressé les serveurs et qui ont essayé de bloquer les serveurs d'OVH. Mais si on parle de choses, j'ai envie de dire, plus près de nous, voilà, l'Internet des objets, c'est aussi l'Internet des animaux. On a une superbe pépite à Euratechnologie qui s'appelle Jaeger & Lewis, qui fait du collier connecté. Et aujourd'hui, le bien-être des animaux et le bien-être de son maître qui se prévaut de soigner son animal, ben c'est quelque chose qui explose. On est en train de benchmarker. Il n'y a que 2 sociétés au monde qui font ça, une coréenne et une lilloise, qui est en région Hauts-de-France. Et elles sont capables aujourd'hui de lever entre 50 et 100 millions d'euros parce que le marché de l'animal de compagnie, qu'il soit chat, chien ou même, je crois que je l'ai après, cheval, eh ben, il y a un marché pour des applications iPhone ou Android qu'on mettra sur son portable. Il y a des applications à mettre dans l'électronique des colliers qui vont être portés par les chevaux, par les chiens, et des interactions de services à imaginer entre eux, et des services à stocker, et du big data à stocker sur des serveurs. Et là, je fais juste un petit clin d'œil à une startup qui est accompagnée par un accélérateur lillois qui s'appelle Sparkling Partners et qui est spécialisé dans l'Internet des objets. C'est qu'en fait, c'est un accélérateur particulier qui regarde vos business models à partir du moment où vous avez une connectique ou un hardware qui peut adresser l'Internet des objets. Alors, quelle opportunité de marché? La France, aujourd'hui, on est, selon l'américain IDC, est 9e mondial en matière d'Internet des objets. Alors, c'est pas mal. C'est pas tout à fait notre rang en matière de macroéconomie. On est 6e ou 7e puissance mondiale aujourd'hui. On se bat avec les Anglais. Je crois qu'on a repiqué la place aux Anglais. Mais on n'est que 9e en matière d'IoT. Ce qui veut dire qu'on a un champ de progression assez énorme dans ce domaine-là. Et le salon robot numérique et la robotique et l'Internet des objets qu'il y a derrière en est la meilleure preuve. On compte déjà 5 milliards d'objets connectés en circulation à travers le monde et ça va ne faire qu'augmenter.
Là, c'est JFK qui estime ça. Et l'Internet connecté va passer par le vêtement connecté ou l'accessoire connecté. Alors, on a commencé avec les petites montres ou les petits bracelets qui commencent à mesurer nos taux de sommeil, nos taux de glycémie, etc. Ça va ne faire qu'augmenter et aller sur un marché qui est évalué aujourd'hui à 15,2 milliards d'euros pour la France. Et si on respecte le poids économique de la région Hauts-de-France, on devrait normalement prendre notre part de marché qui correspond à 10%. Donc, c'est-à-dire que sur la région Hauts-de-France, la distribution, les services, le stockage de données lié à l'Internet des objets doit peser quelque chose qui va ressembler à 1,5 milliard d'euros dans notre région d'ici 2020. Donc c'est important, politiquement parlant, de se positionner aujourd'hui sur ces choses-là. Et les entreprises vont devoir faire face à une accélération très rapide. Il faudra les stocker, ces données. Ce n'est pas par hasard que la région Hauts-de-France est une des régions les mieux placées pour héberger les data centers. C'est que BAL 3, qui sont les nouvelles normes européennes et mondiales de sécurité des données, impose qu'un data center doit être redondé à plus de 200 km de sa base. Il se trouve que toutes les sociétés d'assurance, les sociétés de services, les sociétés de banque qui ont besoin de stocker un PRA, un plan de reprise d'activité, doivent le stocker à plus de 200 km de leur base parce que c'est la distance d'épicentre entre un tremblement de terre possible et la sécurisation d'une zone hors tremblement de terre. Donc toutes les données qui sont aujourd'hui hébergées dans des data centers parisiens, bruxellois ou londoniens ont besoin d'être redondées, d'être sécurisées sur des data centers à plus de 200 km. Et on est une terre d'excellence pour ça. On est à plus de 200 km des 3 villes que j'ai citées. Donc chez nous, a poussé pas mal de data centers. Atos Worldline a un data center, IBM a un data center, OVH, qui est le champion régional, a un data center et en pousse un petit peu partout à travers le monde. Et c'est vraiment un enjeu majeur que de stocker ces données. Et l'arrivée de l'Internet des objets va multiplier par 10 le nombre de données à stocker et va multiplier par 10 le potentiel big data d'exploitation de ces données. Et je finirai là-dessus et après on passera à la table ronde. Pour vous donner quelques notions de développement économique possible sur un territoire. La transition digitale des entreprises, on estime aujourd'hui que le PIB, enfin la part du PIB pour les TIC ou pour le digital, c'est 3% du PIB global. On considère que les startups représentent 3 à 5% du PIB, enfin 3% de ce PIB-là. Et on oublie juste un détail, c'est que 97% de l'autre économie, c'est-à-dire de l'économie qui n'est pas digitale, va se digitaliser également. Et adresser ces 97%-là, ça va devenir très important. On avait toujours tendance à penser, nous, filières, qu'on pensait digital pour le digital, on était un petit peu verticaux. Et c'est pour ça qu'on a revu nos statuts dernièrement. Maintenant, on va réfléchir beaucoup plus transition digitale. On pourra accompagner un agriculteur et transformer un agriculteur pour qu'il digitalise sa fonction, qu'il digitalise son métier. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans Interstellar, il y avait des moissonneuses-batteuses qui étaient pilotées et géolocalisées, qui roulaient seules et qui arrachaient le maïs seules. Ces moissonneuses-batteuses, ce n'était pas que de la fiction, elles existent. Donc aujourd'hui, imaginez un agriculteur qui pourrait gérer 1000 hectares, non plus 100 ou 300 hectares, mais 1000 hectares, avec des moissonneuses-batteuses connectées, avec de la géolocalisation, avec du satellite, avec de l'Internet des objets, avec des capteurs qu'on mettrait dans les champs. Imaginez son rendement, sa productivité, ou ce qu'il pourrait vendre comme service auprès de ses consommateurs. Et on aura demain une table ronde sur l'agriculture connectée où on va parler de tout ça. Il y a une ruche connectée d'ailleurs juste derrière nous. Et en effet, il y a énormément de choses. C'était pas prévu, mais il y a un enjeu majeur là-dessus. C'était pas préparé. Les enjeux environnementaux liés à l'évolution de l'agriculture, je viens d'en parler. La construction et la gestion de data centers, j'en ai parlé un petit peu. La cybersécurité va devenir un enjeu majeur sur ces éléments-là, parce que ces données-là, il faudra les protéger. Il y a une notion de données souveraines et de données qui doivent absolument pas quitter le territoire. La cybersécurité va devenir un enjeu majeur demain. On ne pourra pas réfléchir à un projet digital sans avoir pensé à sa sécurité au préalable. L'évolution du textile, j'en ai parlé un peu. Et la gestion des mesures législatives qui vont devoir s'adapter inévitablement à ces nouveaux marchés. Moi, j'ai en tête un exemple qui m'a beaucoup choqué en juillet dernier. C'est une amie qu'on a en commun qui s'appelle Frédéric Rigolato et qui gère une belle start-up qui a levé de beaux fonds dernièrement sur Roubaix, qui s'appelle Click and Walk. Et je vais passer très vite sur son business, mais qui permet à des utilisateurs lambda de prendre des photos ou d'envoyer de l'information qui vont alimenter d'énormes bases de données, autrement dit que je puisse envoyer de la donnée et me faire rémunérer pour ça, mais par un micro-paiement. Elle s'est fait embêter pendant 3 jours d'audit par la gendarmerie nationale française parce qu'on l'a soupçonnée de travail illégal.
Je pense que si Frédéric Rigolato était né à Palo Alto et avait fait ça en Silicon Valley, on aurait fait d'elle une championne beaucoup plus rapidement qu'en France, parce qu'en France, on va penser plus à l'embêter d'un point de vue législatif, à savoir si elle ne dissimule pas du travail illégal, plutôt qu'à vérifier que ce soit une championne qui soit capable d'adresser un marché mondial grâce à un nouveau business model et un nouveau produit ou un nouveau service. Donc le juridique n'est pas négligé, on a pas mal de cabinets d'avocats qui bossent avec nous, et aujourd'hui il y a vraiment un changement de mentalité, un changement culturel à opérer en France, et autant commencer par nous. Et puis après, il y a plein d'autres thématiques qui vont se créer, qui vont assurer une constante innovation majeure. Merci beaucoup Fabrice.